Dans le cadre de la formation Xelis, voici la CP03. Dans cette capsule, vous allez entendre le docteur Jean-Louis Vidalot, médecin du sport depuis 30 ans. Il fut chargé de mission en médecine expérimentale dans les pays du tiers-monde et chargé d'étudier et de trouver des solutions pour la malnutrition cellulaire. Le docteur Jean-Louis Vidalot est reconnu comme le spécialiste mondial de la spiruline. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le sujet comme La santé cellulaire, Spiruline, l'algue bleue, Les secrets des microalgues. La compagnie Xelis a élaboré et déposé le programme de santé cellulaire avec la spiruline et la phycocyanine issues de ces photobioréacteurs. Écoutons la CP03 où le docteur Jean-Louis Vidalot nous démontre les bienfaits de nos microalgues dans de nombreux domaines pour notre bien-être à tous. Alors aujourd'hui, je me propose de vous développer certains aspects qui sont tout à fait novateurs par rapport à mes précédents ouvrages, et notamment sur la spiruline. Un double constat s'impose, qui tend à conduire à une conclusion assez alarmiste. C'est-à-dire, premier constat, jamais de toute l'histoire de l'humanité, jamais l'espérance de vie n'aura explosé autant que depuis ces dernières années. Et les généticiens et les statisticiens nous annoncent qu'on va voir se multiplier le nombre de centenaires. Deuxième constat, nous sommes envahis de pollution de toutes sortes, pollution des sols, pollution des eaux, pollution de l'air, pollution électromagnétique, etc., qui ont une incidence directe sur notre santé, de manière délétère, bien évidemment. Conclusion. Sommes-nous donc irrémédiablement condamnés à vivre de plus en plus âgés, mais dans un état de délabrement inéluctable? C'est pas très gai, ça. Votre réponse? Non. Pourquoi? Eh bien parce que justement il existe des solutions. Et les solutions, elles passent notamment par la cellule, d'où ce concept de santé cellulaire. De la même manière que c'est au niveau de la cellule que se déroulent les premiers désordres qui vont avoir des retentissements ensuite sur tous les autres organes, c'est une sorte de réaction en chaîne délétère qui se produit à partir de ces premières manifestations, quelle que soit la pollution. Par contre, c'est également par la cellule qu'on est capable de se prémunir, voire de s'auto-guérir, j'utilise le terme à dessein, on en reparlera plus tard, par des réactions en chaîne vertueuses. Donc, je vais développer un petit peu le contenu de ce que ceux qui ont déjà lu mon bouquin ont pu découvrir, qui a été écrit de manière très pragmatique et pédagogique, de façon à ce que cet ouvrage puisse vous servir vous-même comme guide. Hein. Je l'ai conçu de façon à ce qu'on puisse retrouver tous les éléments, les piliers, la micronutrition, la détoxination, l'hydratation, l'énergisation ou la réénergisation et la communication intra- et extracellulaire. Donc je vais aborder très rapidement ces différents éléments et ensuite j'insisterai sur deux éléments qui sont assez novateurs et vous verrez, je pense que ça vous surprendra beaucoup. La micronutrition, ben écoutez, je replis cette vieille sentence d'Hippocrate, hein, il y a déjà plus de 2400 ans, hein, que la nutrition soit ta médecine, et j'ajoutais, s'il avait connu l'existence de la cellule, il aurait sûrement ajouté, et que la micronutrition soit ton médicament. Donc en matière de micronutrition, ben, vous le savez, l'appauvrissement des sols, notamment la concentration en oligo-éléments et en minéraux des sols, s'est détériorée depuis une trentaine d'années, de manière tout à fait importante, plus de 72% de déperdition en Europe, 84% sur le territoire nord-américain, de sorte que ce que l'on mange, même si on veut essayer d'être respectueux, de penser bio et compagnie, n'amène plus les micronutriments.
les nutriments, eux, les glucides, les lipides, les protéines, il y en a même trop, surtout les glucides. Par contre, les micronutriments, il y en a de moins en moins. Et c'est eux qui bouleversent complètement notre état de santé. La réponse, vous la devinez. Déjà, la spiruline en elle, je vais en dire deux mots. J'ai eu pas mal de questions jusqu'à présent. Je pensais que les gens étaient très informés, mais il y a peut-être des gens nouveaux sur la spiruline, et en particulier par rapport à un de ces principaux pigments, la phycocyanine, que j'ai été un des premiers à étudier, je dis il y a plus d'un quart de siècle déjà, la curcumine, et puis les omégas, les phospholipides, etc. Donc tout ce qui peut amener, et je détaillerai un petit peu tout à l'heure la spiruline, tout ce qui peut amener ces micronutriments va aider l'organisme. Détoxication ou détoxination, la petite nuance, je vous la résume. Les toxiques, c'est tout ce dont je parlais tout à l'heure, ces toxiques qui sont dans l'air, dans l'eau, etc., et que l'on ingère, alors que les toxines, c'est nous-mêmes qui les produisons. Et l'un comme l'autre sont délétères pour la cellule. Par parenthèse, songez que quelqu'un qui fait un exercice physique intense, il émet beaucoup plus de toxines, donc il faut l'aider à mieux les éliminer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport, mais il faut en tenir compte. Le plus puissant détoxicant et détoxinant, une fois encore, la phycocyanine, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. L'hydratation, troisième facteur particulièrement important, on est avec 90% de flotte. Au fur et à mesure de la maturité, vous m'entendrez jamais prononcer le terme de vieillesse, je parle de maturité, on arrive à un taux de 70 voire de 60%. Et ce qui est important, c'est l'approche intracellulaire. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai entendu pendant pas mal de mois dans une autre circonstance que le fait de prendre de l'eau biodynamisée favorisée permettait directement à la cellule d'être hydratée. Il faut pas être naïf non plus. Je sais que certains aimaient bien les animations simplistes, voire réductrices, mais ce que l'on boit va pas dans la cellule directement, ça va se mélanger à un liquide gastrique, d'accord. Et quand, bien sûr que ça vaut mieux d'avoir un pH 8-9 qu'un pH plus acide, mais il se mélange à un suc gastrique qui est à pH 1 ou 2. Okay. Donc l'hydratation cellulaire, elle va passer par où? Essentiellement par la propension qu'ont la phycocyanine et la curcumine à aider cette pénétration intracellulaire de l'eau qui est ingérée. La qualité de l'eau importe beaucoup, et je vous disais que ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas utiliser ces fameux biodynamiseurs qui sont utiles, mais dont il ne faut pas non plus trop caricaturer le mode d'action. Et ensuite, l'hydratation cellulaire cutanée, je n'insiste pas dessus, c'est ce que l'on peut utiliser par voie cosmétique. L'énergisation, c'est un élément très important. Vous savez que nous avons dans les cellules nos propres centrales énergétiques, que sont les mitochondries. J'en parlerai tout à l'heure dans un autre contexte, vous allez voir que vous allez être un petit peu surpris. Sachez que, là encore, la phycospiruline et la curcumine sont les deux éléments qui permettent d'avoir un niveau énergétique optimal au niveau de la cellule. La communication intra- et extracellulaire, dont on sait aujourd'hui qu'elle est responsable de notre fonctionnement. Je l'aborderai tout à l'heure avec le microbiote. Sachez par exemple que dans la maladie d'Alzheimer, on m'a demandé tout à l'heure des informations à ce sujet-là. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on continue à publier, le nombre de neurones atteints qui est important, ni les amas amyloïdes que l'on trouve dans le cerveau, mais c'est un problème essentiellement de communication intracellulaire, et que si on améliore cette communication, on prévient, pas seulement, on améliore le vécu des gens atteints de ces affections neurodégénératives, mais on prévient l'affection elle-même, là encore, par la phycocyanine, les lipides, les phospholipides qui sont contenus dans la membrane de la spiruline,
Donc, communication intra- et extracellulaire. Vous trouverez dans le bouquin, effectivement, des exemples de toutes ces pathologies classiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, sauf sur un domaine qui est un peu particulier, parce que peu de gens, soit pour eux-mêmes, soit pour leur entourage, n'y sont pas confrontés, c'est le domaine du cancer. J'avais fait faire, il y a plus de 20 ans de ça, une conférence dans le cadre d'un congrès mondial de gérontologie qui s'est tenu à Paris et qui réunissait plus de 2000 spécialistes du monde entier. J'avais fait faire une conférence par mon maître et ami, le professeur Lucien Israël, oncologue, et Jean-Pierre Michel, qui était également un de mes amis, qui était professeur d'oncologie et surtout de gérontologie aux universités gériatriques de Genève. Une conférence sur le thème « Cancer et vieillissement, même combat » qui était extrêmement intéressant parce qu'il démontrait que les processus par lesquels la cellule vieillit et ceux par lesquels il provoquait une cancérisation étaient les mêmes et que les moyens pour prévenir l'un étaient à peu près les mêmes que ceux pour prévenir l'autre. À partir de là, vous savez que, si vous avez lu mon bouquin, nous avons une approche particulière qui commence à faire florès parce que des équipes très importantes se sont engagées, qui sont des approches alternatives par rapport au cancer, par 3 axes, ce que, pour ceux qui les connaissent, Jean-Jacques Trochon a développé pour lui-même, et il s'en est d'ailleurs guéri, il s'est guéri d'une récidive du cancer rénal multimétastasé uniquement par ça. L'approche du jeûne thérapeutique que le professeur Walter Longo développe depuis 25 ans en Californie du Sud. L'approche du régime anti-angiogénique, le régime cétogène, dont la spiruline fait partie d'ailleurs, que développe notamment le professeur Walter Lee à Boston, et puis la phycospiruline qui stimule les lymphocytes T, les lymphocytes CD4 et surtout les fameuses cellules tueuses, les NKC, les Natural Killer Cells. Donc c'est une approche qui est étudiée actuellement par une douzaine d'équipes du monde entier, à laquelle nous participons également à Heidelberg. Et si je vous ai mis cette vue à cet endroit-là, c'est parce que nous sommes en instance également de faire des travaux chez l'enfant. Ça, c'est l'hôpital du Caire pour enfants, qui est un des hôpitaux les plus importants au monde, que connaît bien Madame Ilaïla, et qui traite plus de 1300 enfants cancéreux par jour dans cet hôpital-là. Donc on va y avoir une action directe. Le tiercé gagnant, spiruline, phycocyanine, curcumine. On ne peut pas faire mieux. Vous avez vu que dans les produits qu'on vous propose, ils sont essentiellement à base de ces 3 produits, de ces 3 composants. Alors la spiruline, je ne voulais pas m'étendre, mais plusieurs personnes ont demandé comment elle agissait. C'est d'abord, bien sûr, vous le savez, le composé le plus riche en protéines que l'on peut trouver dans la nature, qui contient tous les acides aminés, y compris les acides aminés essentiels, ceux qu'on ne sait pas fabriquer. Donc, une concentration en micronutriments extraordinaire, les oligoéléments, les sels minéraux, le fer, parfaitement biodisponible, ça aussi c'est très important, le manganèse, le sélénium, toutes les vitamines, sauf la vitamine C, mais vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine du groupe B, B1, B2, B6, la fameuse vitamine qui sert notamment à la contraction musculaire et cardiaque, la B9, l'acide folique, qui est fort importante aussi bien chez tout un chacun, mais notamment le sportif et la femme enceinte. La B12, seule source de vitamine B12, de vitamine D12, je dis bien d'origine végétale. Les acides gras polyinsaturés, les nombreuses enzymes dont la SOD, la superoxyde dismutase, qui est le plus puissant cicatrisant que l'on peut connaître. Et puis, bien évidemment, les pigments, donc la chlorophylle, l'allophycocyanine, la phycoérythrine, et bien évidemment, celle-là, dont j'ai largement contribué à faire connaître ses effets, mais on n'est qu'au tout début de nos connaissances, la phycocyanine. Alors, pour répondre à une question d'une personne qui m'a parlé tout à l'heure, voilà comment agit la phycocyanine au niveau de l'organisme. D'une part, c'est le plus puissant antioxydant que l'on connaisse.
Antioxydant antiradicalaire. Il est également anti-inflammatoire dans la lignée des COX-2, c'est-à-dire la cyclooxygénase 2, donc anti-inflammatoire naturel. C'est un stimulant immunitaire, notamment sur les lymphocytes T, les CD4, les CD8, et surtout les NKC, les fameuses Natural Killer Cells. Deux petits mots d'explication. Le cancer, ça fait très peur. Des cancers, on en fait tous les jours. Vous comme moi, tous les jours. Et dans l'immense majorité des cas, notre organisme sait les reconnaître avant qu'ils se développent et mobiliser ces fameuses Natural Killer Cells pour les phagocyter et les éliminer. De temps en temps, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Si on le savait, on saurait prévenir tous les cancers. Et à ce moment-là, les cancers se développent. Ce que l'on sait, c'est que bien sûr, ça peut être utile d'utiliser la chirurgie quand il y a des compressions, voire la chimio ou la radiothérapie dans certains cas. Par contre, ce n'est pas ces traitements-là qui risquent de relancer le système immunitaire. Au contraire. Et nombre de mes confrères et professeurs fort titrés me confiaient qu'ils savaient que leurs patients, voire leurs parents, étaient décédés non pas du cancer lui-même, mais des suites des thérapies agressives qu'on est obligé de leur prodiguer. Eh bien, il faut savoir que même en cas de cancer multirécidivant, même en cas de cancer multimétastasé, même si vous êtes en chimio, même si vous êtes en radiothérapie, le fait de prendre de la phycocyanine, et si possible de manière plus concentrée, mais il n'y a pas d'effet dose, peut permettre à l'organisme de relancer le système et qu'il élimine lui-même et le cancer et les métastases. Ça, c'est fabuleux. Nous avons beaucoup de témoignages, mais qui ne sont pas véritablement encore des études publiables. C'est ce que l'on veut faire justement avec ces équipes-là, des études en double aveugle, randomisées, qui pourront faire autorité. Et ça peut se faire en quelques jours. Vous entendez, quelques jours. Donc, je veux surtout vous redire un discours que j'ai tenu à maintes reprises, mais qui n'est pas toujours bien entendu. Il est hors de question de laisser croire que la spiruline, la phycocyanine, la phycospiruline agissent sur telle pathologie, que ce soit le cancer, le diabète, les maladies neurogénératives, le sida, etc. Par contre, ils vont aider l'organisme à mieux lutter contre ces pathologies-là. Et c'est l'organisme lui-même, de par son processus cellulaire que je viens de vous décrire, qui peut effectivement inverser le cours de ce déchaînement délétère. Autre élément extrêmement important, surtout chez ces gens-là et ceux qui sont atteints de pathologie. La phycocyanine est hépatoprotectrice, hépatorégénératrice. Ça protège le foie et ça permet de régénérer les cellules hépatiques. Idem au niveau du rein. Néphroprotectrice, néphro-régénératrice. De sorte que dans des pathologies comme le diabète dont on parlait tout à l'heure, y compris quand il y a des complications, y compris quand il y a des complications d'ordre rénal, des gens qui sont sous dialyse, etc., on peut toujours espérer, et nous avons de nombreux exemples, améliorer le vécu des gens, voire diminuer la fréquence et l'intensité des dialyses grâce, une fois encore, à la phycocyanine. Autre élément, vous voyez qu'elle en fait de cette phycocyanine. Elle est capable de stimuler et de mobiliser les cellules souches. Alors soyons clairs, je ne parle pas des cellules souches fétales, qui elles posent problème sur le plan éthique. Je parle des cellules souches matures que chacun sait fabriquer, et en fonction du climat hormonal dans lequel il baigne, on va fabriquer un tissu sain qui peut être cérébral, qui peut être cardiaque, qui peut être osseux, qui peut être pancréatique, hépatique, etc. Dernier élément que j'ai mis en exergue quand je m'occupais justement de sportifs de haut niveau, c'est la récupération des lactates. Juste un mot de développement, tout le monde a fait l'expérience, en faisant un effort un petit peu plus important ou en reprenant un sport, le lendemain vous avez des courbatures partout, des douleurs dans tous les muscles qui n'ont plus travaillé. C'est dû notamment à l'accumulation d'acide lactique dans le muscle qui est le plus sollicité. Eh bien, il faut savoir que cette phycocyanine est le cofacteur d'une enzyme qu'on sait parfaitement sécréter là-haut, au niveau du tibia,
pour voir si vous suivez, ça va, c'est bon, quand c'est parfaitement sécrété, et qui va, d'une part, tamponner l'acide lactique au fur et à mesure où elle est produite, donc c'est bien agréable parce que ça évite les crampes, etc., mais surtout, qui va la recycler au niveau du foie, par le cycle de Krebs, etc., pour la transformer en quoi? En ATP, en adénosine triphosphate, c'est-à-dire en énergie. Et ça, tous les sportifs, y compris les entraîneurs de chevaux de course, le savent depuis longtemps, puisqu'ils utilisent cette faculté depuis fort longtemps. Je vais plus vite pour la curcumine. Alors la curcumine, par rapport à la phycocyanine, elle vient renforcer l'effet anti-inflammatoire. Là où je vous ai dit que la curcumine avait une action anti-inflammatoire sur la branche des COX-2, des cyclooxygénases 2, la curcumine agit sur les autres facteurs d'inflammation, donc ils sont parfaitement complémentaires. Surtout quand elle est associée à de la piperine et de la quercétine. Voilà, donc ça, vous trouverez dans le bouquin. J'ai fait un chapitre foire aux questions, un peu pour vous donner des réponses à la plupart des questions que vous vous posez sur ces produits-là. Alors là, je vais aborder un domaine très particulier qu'on a beaucoup développé avec René dans le bouquin, qui est celui du microbiote. On commence un petit peu à en parler, et les misophobes peuvent se tenir tranquilles, ou au contraire se soigner pendant l'exposé qu'on va faire. Les misophobes, c'est les gens qui ont cette phobie, cette névrose phobique des soujures, des bactéries. Hein, vous avez des gens, dès qu'on pense à ces petites bêtes, c'est pas supportable. Eh bien, je vais vous démontrer qu'il faut raisonner autrement. Nous sommes constitués de milliards de micro-organismes qui sont des bactéries au départ. Et il faut savoir que ce microbiote, alors le microbiome, c'est l'ensemble des différents microbiotes. Et les microbiotes, on connaissait celui de l'intestin, hein, les bactéries qui nous aident à digérer, qui nous aident, etc. On connaissait celui des muqueuses, hein, lorsque les déséquilibré, ça provoque des candidoses, etc. On connaissait certains autres microbiotes, mais on vient de découvrir deux microbiotes très importants et qui étaient ignorés jusqu'à présent, qui est l'interstitium, qui est une sorte de communication des bactéries entre elles qui commande tout le reste de notre comportement. Étonnant. Et un microbiote cérébral. Nous avons des bactéries dans le cerveau qui nous sont très utiles et qui permettent de communiquer. Donc ça, c'est une notion qu'il faut avoir parce que par rapport à nos notions post-pasteuriennes qui voudraient que dès qu'on découvre un microbe, il faut l'éliminer par coup d'antibiotiques, c'est exactement le contraire. Il faut aider les bonnes bactéries à faire leur usage. Sachez que nous avons environ 100 000 milliards de cellules dans l'organisme. On a 10 fois plus de bactéries. Ça vous donne une idée de ce dont on est fait. À titre d'exemple, je vous signale également que le génome humain est constitué de 23 000 gènes. Et puis on a découvert que le séquençage de ces fameux microbiotes a permis de dénombrer à plus de 10 millions de gènes différents celui des bactéries. Ce microbiote, on le connaissait au niveau de l'intestin, ce qu'on a appelé récemment le deuxième cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a découvert notamment que, contrairement à ce qu'on croyait récemment, ça n'est pas au niveau du cerveau qu'étaient sécrétés ces fameux neuromédiateurs dont je parlais tout à l'heure, qui favorisent la phycocyanine, neuromédiateurs, neurotransmetteurs, que sont la sérotonine, l'acétylcholine, l'acide gamma-aminobutyrique, etc. La dopamine, pour les gens qui ont des parkinsoniens autour d'eux. Mais c'est au niveau de l'intestin, au niveau de la muqueuse intestinale. 80 à 90% de ces neuromédiateurs sont sécrétés par la muqueuse digestive. D'où l'intérêt d'avoir un bon équilibre. Alors, plus fort encore, la composition du microbiote définit notre propre comportement émotionnel, anxiété et surtout de comportement alimentaire. Ça, c'est tout à fait récent. On a déterminé que si les gens ont des compulsions pour
se nourrir de produits sucrés, de produits qui ne leur conviennent pas parce que tendance à l'obésité, etc. Eh bien, c'est simplement que leurs bactéries leur commandent de manger ça. Et il y a des expérimentations extrêmement intéressantes qui ont été faites en modifiant le microbiote, et où on arrive effectivement à inverser la pathologie, que ce soit le surpoids, que ce soit le diabète, que ce soit même des pathologies neurodégénératives, que ce soit des pathologies auto-immunes essentiellement, rhumatismales ou pulmonaires. C'est tout à fait étonnant. Par parenthèse, il y a un de mes confrères belges avec qui je faisais une conférence à Rabat il n'y a pas très longtemps, qui s'est spécialisé dans la greffe de microbiote, qui fait des greffes fécales avec des résultats tout à fait surprenants dans ce domaine-là. Sachez que pour avoir une bonne qualité de microbiote et de microbiome, il faut avoir à la fois des prébiotiques qui aident les bonnes bactéries à se développer et des probiotiques qui sont les bactéries elles-mêmes. Une fois encore, vous m'avez entendu maintes fois le dire, la spiruline a cette particularité d'être à la fois pré- et probiotique. On ne peut pas mieux faire. Le microbiote cérébral, je vous donne la sentence d'un neurophysiologiste américain qui va très loin. Nous devons considérer les microbes contenus dans le cerveau comme des cellules du système nerveux central d'une importance égale à celle des neurones et des cellules gliales. C'est surprenant. Le fait de savoir. Je vais plus loin. Pour les gens qui seraient encore phobiques en disant je ne veux pas entendre parler de ces petites bestioles. Je vais plus loin. On a donc environ 1 million de milliards de bactéries en nous. On est d'accord ? 10 fois plus que de cellules. Eh bien, sachez que même au sein des cellules, des organites, comme les mitochondries dont je parlais tout à l'heure, la cellule qui produit de l'énergie, ou le réticulum endothélial, sont elles-mêmes des bactéries. On n'en sort pas. On n'est que bactéries. Alors je vais, pour terminer, aborder 2 éléments qui sont un peu plus spirituel, je dirais. Vous connaissez cette belle formule qu'utilisait d'ailleurs un des fondateurs de la société dont viennent beaucoup de gens. An apple a day keeps the doctor away. Prenez une pomme par jour et ça vous permet d'éloigner le médecin, sous-entendu, ça vous donne toutes les vitamines qu'il faut, etc. Une pomme aujourd'hui a pour composant en matière de vitamines 33 fois moins que celle d'il y a une trentaine d'années. Pas 100 ou 200 comme dit ça, mais enfin 33 fois moins. Et j'ai utilisé une belle formule d'une personne qu'on ne connaît pas comme un humoriste, mais plutôt comme un homme politique, c'est Winston Churchill, qui s'était amusé à compléter la formule suivante. An apple a day keeps the doctor away, especially if you aim carefully. Surtout si vous visez bien. Vous imaginez notre cher Winston Churchill disposant de 33 pommes comme potentiel vis-à-vis de ce pauvre médecin. Je vais ensuite, et pour terminer, aborder un domaine qui va nous élever dans des hautes sphères. Je vais envisager l'homme dans une vision universelle et cosmique, même spirituelle. Quand je parle de l'homme, j'entends au sens générique. J'embrasse la femme. On est d'accord. En référence aux dernières données de l'astrophysique et de la génétique. Et vous connaissez cette belle formule que l'on attribue au physicien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, effectivement. Toutes les cellules, le matériel que nous avons et dont nous sommes dépositaires pendant notre vivant va être recyclé, etc. En fait, cette phrase avait été prononcée bien avant par quelqu'un avant Socrate, qui était Anaxagore. Et bien, en référence à cette notion que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et quelle que soit la position philosophique ou spirituelle dans laquelle on se place, sachez que chacune d'entre nous, nous possédons plus d'1 million d'atomes qui ont déjà appartenu à Abraham, à Mahomet, à Bouddha, à Confucius, à Socrate ou à Jésus. Ça en jette dans un tableau de famille, ça. Si je vous dis ça, c'est surtout pour que ça vous incite
à puiser dans la sagesse auprès de tous ces maîtres à penser pour conforter notre détermination, nos convictions, la bienveillance avec laquelle on doit aborder cette mission qui est la nôtre aujourd'hui, la mienne comme la vôtre, l'enthousiasme et la joie de vivre qu'on doit manifester au quotidien et la transmettre autour de nous. Voilà le message que je voulais vous laisser, Bastien.